Salut à tous, Vincent pour Jour après jour, il dit des lives. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet 1944. On est situé dans ce que les Américains ont appelé Save Island. En fait, on est dans la région de Saint-Germain-sur-Sève. Donc il n'y a pas d'île, c'est juste la commune qui est surélevée par rapport au marais. Du coup, ça fait comme un promontoire au-dessus des marais. Donc histoire et lieu très important pour la 90e division d'infanterie. Pas forcément un succès, mais où il y a eu énormément de pertes et qui a fait réfléchir beaucoup d'officiers, de sous-officiers et d'hommes du rang de la 90e. Donc Christian, qui connaît mieux les lieux et l'histoire que moi, va aborder ce sujet et puis voilà. Bonjour, Christian Levroffre. Écoutez, je vais vous parler d'un endroit où je suis venu des centaines de fois depuis que je suis tout gamin, accompagné de vétérans américains, de vétérans allemands avec lesquels, pendant plusieurs années, à cet endroit même, on a réalisé des cérémonies commémoratives ensemble. D'abord séparément, sans trop oser se mélanger, et puis jusqu'à ce que ça finisse avec d'abord une gerbe chacun, et puis la dernière fois où on y était, la gerbe était commune, séparée entre les paras du 6e régiment parachutiste et puis les anciens combattants de la 90e. Donc ici on est dans un endroit chargé d'histoire qui aujourd'hui, sous des aspects très bucoliques, et a bien du mal à rappeler l'enfer que les gars ont vécu. Comme Vincent l'a dit, ça a été probablement, et même certainement, la première défaite de la 90e depuis son débarquement à Utah Beach au début du mois de juin. Pour se remettre dans le contexte, il faut rappeler que dans le cadre de la préparation de l'opération Cobra, qui au départ est planifiée pour le 24 juillet 1944, le général Bradley souhaite que toutes ces divisions soient sur une ligne d'attaque prête à intervenir au coup de sifflet bref à partir du moment où la brèche sera créée par les bombardiers américains dans les troupes allemandes entre Perrier et Saint-Lô. Toutes les troupes globalement sont déjà en position, il n'en reste qu'une, un petit saillant qui existe là, du côté de Saint-Germain-sur-Sève, un passage étroit dans le marais où seuls les tanks américains pourraient passer. Donc c'est donc un passage obligé que cette langue de terre qui, un peu au-dessus du niveau moyen du marécage, va gagner son surnom de l'île de Sève, Save Island. On est en week-end, samedi 22 juillet 1944. L'attaque est prévue pour 6h30 du matin. Et c'est au 358e à qui on demande d'accomplir cette mission. 358e pas complètement, mais les deux bataillons, les premiers et les deuxièmes bataillons. Le deuxième bataillon, lui, il a pour mission d'essayer de traverser le seul pont disponible, qui est un peu plus loin sur la Sève, à un endroit qu'on appelle le Moulin de Sève. Là non plus, ce pont qui est sous l'artillerie allemande, le deuxième bataillon, à part quelques éléments de la compagnie F, ils n'arriveront pas à le traverser. Ici, à cet endroit-là, le seul endroit possible pour traverser la rivière, en dehors du pont qu'on vient d'évoquer, c'est ce gué qu'on appelle le gué de la Petite Eau, justement parce que le passage y est facilité. Et donc c'est globalement par cet endroit que les hommes du premier bataillon, essentiellement les compagnies B et C, vont essayer de se frayer un passage le matin du 22 juillet 1944. Ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer pour plusieurs raisons. Déjà, il faut se rappeler que moins de 15 jours auparavant, la 90e a été étrillée dans les combats du Mont-Castres et que les hommes qui sont ici, que ce soit du côté des officiers, des sous-officiers ou des hommes de troupe,
pour la plupart, sont des remplaçants et que ni les chefs ni les soldats n'ont encore eu le temps de bien se connaître, de se juger, enfin globalement de se connaître suffisamment pour être capable de se faire confiance dans les moments difficiles. En parallèle, on démarre vers 6h15 un barrage d'artillerie américain qui, pense-t-on, va être suffisant pour anéantir les troupes du 6e régiment parachutiste commandé par von der Heydт qui sont installés sur une ligne qui suit la route de l'autre côté de la rivière. Malheureusement, dans la foulée, c'est l'artillerie allemande qui va répondre tout de suite à l'artillerie américaine avec une violence inouïe. On s'apercevra plus tard que ce jour-là, qui est un week-end, l'artillerie allemande, c'est le seul point du front où elle n'a pas d'autre endroit à intervenir, donc elle a pu concentrer un maximum de puissance sur ce seul endroit et à peu près réduire à néant tous les espoirs des forces américaines. Évidemment, comme un malheur n'arrive jamais seul, le soutien de l'aviation qui était prévu est impossible parce que la météo est pourrie. Donc, il va falloir y aller, et les seuls à pouvoir y aller, c'est l'infanterie, sans le soutien des chars, sans le soutien d'artillerie, sans le soutien de l'aviation. Donc, rapidement, il va y avoir de nombreux déserteurs dans les troupes américaines. Et ceux qui essayent malgré tout de monter en première ligne vont essayer de rattraper les fuyards qui ne pensent qu'à une chose, c'est d'essayer de rejoindre les lignes arrière. Malgré tout, le jour du 22 juillet, quelques hommes des compagnies B et C vont réussir à traverser la rivière et le point le plus avancé qu'ils vont réussir à atteindre, c'est la ferme des Closets qui se situe à environ 200 mètres d'ici. Ça sera le point extrême que la 90e réussira à atteindre ce jour-là. Ils sont là, le problème c'est qu'ils n'ont plus de contact avec l'arrière. En parallèle, on a une petite escouade du 6e régiment parachutiste qui est commandé par un adjudant, Alex Uhlig, qui avec une trentaine d'hommes va recevoir l'ordre de von der Heydt, son chef, premièrement d'essayer de repousser les Américains parce qu'au départ, von der Heydt pense qu'il ne s'agit là que d'une troupe de reconnaissance limitée des Américains, mais Alex Uhlig, qui s'approche suffisamment d'eux, va rapidement se rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes que pour une simple unité de reconnaissance. Et donc là, von der Heydt va leur demander de les repousser et au passage, si c'est possible, de capturer un ou deux prisonniers qui leur permettraient de savoir à peu près quelle est l'unité qu'ils ont en face d'eux et après la valeur de leurs effectifs. Von der Heydt, pour ça, il va se faire aider de 2 tanks de la Das Reich, la division Panzer SS qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps sur les lieux. Et avec sa petite escouade, après des combats qui ont été intensifs toute la nuit, au matin du 23 juillet, il va réussir à encercler le poste de commandement du 1er bataillon, qui est commandé par le colonel Sieger. Et là, il va faire environ 250 prisonniers. Les chiffres varient à une dizaine près suivant les comptes rendus, mais c'est à peu près l'ordre d'idée. Uhlig va retourner au PC de von der Heydt, qui n'est pas très loin, là, sur la route de 40 ans à proximité de Perrier. Et il va revenir en disant chef, je ne vous ramène pas 2 prisonniers, je vous en ramène 250. Ils vont être interrogés, et puis là, on est un peu dans les côtés un peu surréalistes de la guerre, c'est-à-dire que parmi les 11 officiers américains qui sont prisonniers, von der Heydt va les inviter à prendre le thé avec lui. La plupart, donc sur les premiers bataillons est fait prisonniers. Malgré tout, il y a certains hommes qui refusent de se rendre et qui vont prendre la décision de retourner vers les lignes américaines. Mais pour ça, il faut d'abord retraverser tout le no man's land exposé, retraverser la rivière pour pouvoir avoir une chance d'essayer de rejoindre les lignes américaines. Alex Uhlig, qui est un guerrier expérimenté, lui, il a prépositionné 2 mitrailleuses qui tiennent
en batterie le champ qui est à côté de nous, à la fois pour empêcher des renforts américains de venir renforcer les hommes du 1er bataillon et aussi pour pouvoir abattre les hommes du 1er bataillon qui essaieraient de rejoindre les lignes américaines. Donc là, on va assister à un grand massacre au milieu du pré qui est juste à côté, où beaucoup de soldats américains qui essayent de rejoindre leur ligne vont être blessés et abattus. C'est là qu'il va être décidé d'une trêve dont on ne trouve que peu de traces dans les comptes rendus historiques, mais qui a bien bel et bien eu lieu ici. 2 voire 3 pasteurs américains vont s'avancer au milieu du No Man's Land avec, alors dans certaines versions ils sont vêtus de blanc avec un drapeau rouge à la main, dans d'autres versions ils ont une chasuble blanche avec une croix rouge qui est dessinée dessus, et ils vont avancer dans le No Man's Land jusqu'à ce qu'ils arrivent à la rencontre d'un capitaine allemand qui va s'adresser à eux et il leur propose qu'une trêve soit conclue afin que les 2 camps puissent ramasser leurs blessés respectifs. L'information va remonter jusqu'à von der Heydte qui va donner son accord, et puis ici dans l'après-midi du 23 juillet, la guerre va s'arrêter pendant 3 heures, de 14h à 17h, le temps que les blessés des 2 camps puissent être rapatriés et qu'on assiste même à des échanges entre les 2 camps. Le soir du 23 juillet, il faut bien l'avouer, c'est une défaite pour la 90e division d'infanterie. Elle va avoir des conséquences assez lourdes puisque plusieurs officiers vont être limogés, ainsi que le commandant Landrum qui va être remplacé dans les jours suivants par Maclean. Et ça va être le début d'une grande réflexion sur la stratégie de la 90e pour les jours à venir.